Je m'appelle Diki Dakpa et je suis née à Paris dans le 14e, il y a 20 ans. Et j'ai deux sœurs qui, comme moi, n'ont jamais vu le Tibet, mais on se sent quand même 100% tibétaine. Et par ailleurs, la première langue que j'ai apprise, c'est le tibétain, bien sûr. Mais même si à l'école, j'apprenais le français. J'aurais très bien pu naître en Inde, aux États-Unis, n'importe où dans le monde, parce que c'est ça l'exil en fait. J'ai des cousins qui sont nés en Suisse, un peu partout au Canada. C'est un peu gênant parce qu'en fait, moi mon rêve vraiment c'est de vivre au Tibet, mais toute la famille réunie. Alors moi je l'ai quitté à 59 avec mes parents à l'âge de 9 ans. On est arrivé à Assam. On a eu beaucoup de problèmes sur les trajets bien sûr. Et puis arrivé à Assam, le climat on ne peut pas comparer avec Tibet. C'est tellement chaud. Et puis il y a beaucoup de Tibétains qui sont décédés là-bas. Ils partent en voyage la nuit et puis journée on cachait dans la montagne et tout ça. On voyait que l'ami chinois, mais eux ils ne voyaient pas parce qu'on a caché dans la forêt. Les parents et les sœurs, c'est sûr, là, c'est le noyau familial le plus important pour moi, c'est sûr. Mais en dehors, c'est vrai que même mes cousins, je les considère comme mes frères et sœurs. S'il n'y avait pas la famille, il n'y a plus rien, quoi. C'est ça qui nous resserre et qui fait que, peut-être, si on a l'indépendance, je pense que ça serait important d'avoir ce lien pour pouvoir construire quelque chose de concret. Notre grand-mère, qui à l'époque venait nous chercher à l'école maternelle, venait toujours avec un petit goûter, des choses comme ça et un petit pain au chocolat. Je me souviens que à tous mes amis, je leur avais appris des mots en tibétain, du genre bonjour grand-mère en tibétain. Et on disait, on était là en randonnion et puis en arrivant jusqu'au portail, et il disait Tachidele Momola, c'est-à-dire bonjour grand-mère en tibétain. Et tout ça, et puis ma grand-mère était très heureuse, ça je me souviens. Et ça, je trouvais ça important quand même d'échanger nos choses comme ça, dès le plus jeune âge, quoi. On échangeait nos différentes cultures. Alors, oui, c'est notre ancienne école maternelle. Ouais. Normalement, c'est la moine qui fait ça, c'est pas la laïque. La boutique, au fil des années, c'est devenu comme une espèce de lieu de rendez-vous. On boit le thé tranquillement avec des gens qui parlent de Tibet, des amis, des clients. Je sais pas, des fois ça nous arrive de partager le thé avec des clients et on parle comme ça. C'est assez sympathique comme ambiance. Ça va. Et vous? Ça va, j'arrive de Lhasa, il y a 2 jours. Oui. J'ai rencontré votre sœur qui m'a donné une petite lettre et une petite cassette pour vous. Elle était avec son fils. Ah, voilà. Merci beaucoup. C'est très important pour nous d'avoir des nouvelles fraîches de quelqu'un qui est allé sur place, oui, et qui a vu en personne. Oui. Nos familles, c'est très précieux pour nous. Bah, ils vont très bien. Très bien. J'ai fait quelques photos que je vous donnerai. J'aurais développé de la famille.
Quand il y a eu les événements à la place Tiananmen, là c'est sûr ça a fait toute une histoire, je veux dire c'est quelque chose d'historique, mais parce qu'il y a eu le nombre. Les Chinois sont vraiment très très nombreux. Par contre au Tibet ça se passe depuis, je sais pas, on a plus de 34 ans et on ne dit rien du tout. C'est caché. Par exemple à la fac, dès que je vois des gens qui sont pas du tout au courant, ignorants au sujet du Tibet, j'essaie, comment dire, de leur faire comprendre qu'il y a un pays, le Tibet, que ça se trouve là, qu'il y a un problème, les Chinois qui nous ont envahis et qu'on veut notre indépendance. Les images que je vois actuellement, des images récentes du Tibet occupé par la Chine, ça me rend un peu triste. C'est assez douloureux pour tous les Tibétains de voir des images de son pays occupé par des étrangers. Et c'est vrai des fois on ne sait pas vraiment où est notre place. Parce que bon, c'est vrai qu'on est en dehors de notre pays. Parfois c'est dur de se retrouver, d'avoir des points de repère. Après les festivités de Tarlam, nous prenons la route de Dégué, vers le sud-est. Les seules images que j'ai pu voir de mon pays, ça a été par le biais de films ou de documentaires. Je regrette un peu, mais l'image que je me fais du Tibet, c'est le Tibet d'avant l'invasion chinoise. Enfin, moi, je sais qu'un jour, le Tibet sera libre et j'espère être là pour pouvoir découvrir mon pays natal. Parce que même si je suis née ici, je ne considère pas que la France soit mon pays. C'est juste un pays d'accueil et pour plus tard, j'espère m'installer peut-être là-bas avec toute ma famille. Ça serait mon rêve. Oh le monstre noir, c'est moi. Ça c'est dans le journal, Le Parisien. Le quintuple du Nouvel An, tu parles. On était 5 bébés à être nés jour de l'an dans la clinique. Moi aussi sans commentaire. Ça c'est la mère animée à la maison? Oui. Oh dis donc, elle est jeune. Maman, ce qui est bien, c'est que c'est l'autorité sévère à la maison. Fais ça, pas ça. Et d'un côté, c'est vrai que au début, on rechigne un peu, on est là un petit peu en train de râler, tout ça, mais finalement, c'est quelqu'un de très franc. Elle est très généreuse, c'est vrai. Et elle peut pas rester un instant sans s'inquiéter pour la famille en Inde, aux États-Unis, tout ça. Je crois qu'elle m'a appris ce goût, qu'elle m'a donné ce goût de la famille. C'est bien ça. Je sais que ma mère est vraiment, comment dire, très respectueuse du gouvernement tibétain en exil. C'est quelque chose de très important pour elle. C'est vrai que la religion, elle est présente dans notre vie de tous les jours, quoi. On n'y pense même plus parce que c'est normal pour nous. Je veux dire, on est né avec ça, on n'a pas suivi d'enseignement. Je veux dire, c'est à l'intérieur de nous.
père, lui, il est plutôt le papa câlin, quoi. Toujours en train de nous embêter. Et alors lui, c'est plutôt notre apport culturel. Mon père joue de la guitare tibétaine, le luth tibétain, qui s'appelle Damien. Et ça, depuis qu'on est petite, c'est normal chez nous. Mon père joue ça tout le temps, tous les soirs, enfin il s'entraîne. Le chant que je viens de chanter est quelque sorte une prière pour le Dalai Lama, qui est l'émanation du Bodhisattva de la compassion, qui est également le dieu patron du Tibet, désigné par la tradition historique et les prédictions du Bouddha comme étant le protecteur, le sauveur des Tibétains. Je passe au français. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, au nom de la communauté tibétaine en France, je vous souhaite la bienvenue et vous remercie de votre présence à l'occasion de cette soirée particulière, due à la présence d'un être exceptionnel, Sa Sainteté le 14e Dalai Lama, prix Nobel de la paix et guide spirituel et temporel du peuple tibétain. Car pour nous, Sa Sainteté est la personnification même de la sagesse universelle et de la compassion. Il symbolise pour tous le Tibet libre. Quel est l'antidote à la haine? C'est la patience. L'approche pacifiste que le Dalai Lama emploie, c'est une réaction positive. La violence n'est pas nécessaire pour pouvoir libérer un pays. La non-violence peut être plus efficace que la violence. En fin de compte, c'est un discours de sagesse, rempli de sagesse. Et je pense que c'est très important que les Tibétains suivent le message du Dalai Lama. On s'en rend pas compte en France, mais quand on voyage en Inde ou quelque part dans les environs de l'Inde, on s'aperçoit vraiment qu'on a été élevé dans le luxe. J'ai l'impression qu'au Tibet, on a moins le besoin de choses superficielles. Ici, on a trop de choses superficielles, on est trop habitué, enfin gâtés, quoi. On est gâtés. Les Tibétains en général, ils sont très chaleureux, accueillants. Et puis quand ils me disent, je sais pas comment dire ça, enfin,
On a toujours l'espoir que le Tibet soit libre, qu'on ait plus de liberté au Tibet. Là-haut sur la montagne, j'ai vu 3 demoiselles, et de l'une d'entre elles, toujours je me rappelle, car elle a un tatouage sur son avant-bras, et je l'ai reconnu, c'est le cœur de Bouddha. Elles ne savent pas encore que leur jour viendra, car elles sont les plus belles de tout l'Himalaya. Ranguna, ça c'est la zone des tempêtes. T'as compris ce que je t'ai dit? Oui, faut que je te répète. Ranguna, ça c'est la zone des tempêtes. Et quand la foule elle bouge, attention, ça pète. Mon père est de Lhasa et il me racontait que c'était une très très belle ville, vraiment avec des parcs, des choses comme ça, très très animée. Mais je pense qu'elle est encore animée. Mais je me l'imagine avec des bâtiments chinois, enfin je sais pas, des bâtiments chinois, architecture chinoise, je sais pas, enfin très genre préfabriqués, enfin des choses comme ça. Tout autour du Potala, je pense que ça a dû totalement changer. Il y a des maisons qui ont dû être détruites, ils ont dû construire des hôtels, c'est sûr, des grands hôtels. Tous les commerçants sont pour la plupart chinois. Et les Tibétains, à mon avis, ont peu de poids dans l'économie. Enfin, c'est sûr que le Tibet sera pas... Enfin, n'est plus comme avant, le beau Tibet. Et les objets qui sont là, c'est... Alors ça, ce sont des choses purement traditionnelles, ça vous verra. Alors il y a la cloche. Et le dorje qui va avec. Alors ça, je ne sais pas l'utiliser parce que ce sont plutôt les moines qui utilisent ça lors des rituels. Mais ça va toujours ensemble. On appelle ça aussi le vajra. Ah oui. Voilà. Ce qui est bien dans cette boutique, c'est qu'il y a des objets anciens. Alors on peut toujours poser la question à nos parents, oui, c'est quoi, ça servait à quoi, ça... Au moins on a une idée de ce qu'il y avait et de ce qu'il y a encore, je pense, au Tibet comme objet assez bizarre, comme des serrures tibétaines, plein de choses comme ça, des objets rituels aussi. Et ce qui est bien dans la boutique aussi, c'est que ça peut... tous les objets qui sont à la boutique sont faits par des Tibétains, donc d'un côté ça les aide. Et ça nous aide aussi, à vivre aussi, c'est sûr. Ça aide les deux, quoi. Donc c'est bien, je trouve. Et les laïcs avaient des objets aussi qu'ils utilisaient? Oui, bien sûr. On voit souvent des moulins... Des moulins à prière, oui, bien sûr. Attendez, je vais vous montrer ça. Donc on tombe toujours dans ce sens-là, dans le sens des aiguilles d'une montre. Comme ça. Et dedans, à l'intérieur, il y a des rouleaux de prière. Ah, voilà. Dans la tradition tibétaine, c'est quelque chose d'important, le respect envers les plus âgés que soi, par rapport à la tradition occidentale. À partir du moment où on vieillit, on ne sert à rien, on est rejeté de la société, tandis que dans la tradition tibétaine, les plus âgés, par exemple les grands-parents, sont servis par leurs enfants ou par leurs petits-enfants. Ça, je trouve que c'est normal. Il faut toujours avoir une petite place pour la religion. Et ça peut aider. C'est sûr, toutes les religions aident, quoi. C'est toujours la roue de secours, entre guillemets. Je me souviens que pour mon bac, je m'étais mis à prier pendant toute la route en prenant le train ou la voiture ou le bus. J'étais là en train de prier avec mes petites graines protectrices et tout, du Nechung, qui est l'oracle à Dharamsala.
Et j'étais là partout, j'avais toutes les protections, les espèces de gris-gris et tout, les médaillons protecteurs et tout, j'avais vraiment tout, et puis tout le temps j'étais là. Le seul mantra que je sais, pourtant je suis pas très... Mais tout le temps, enfin tout ce que je savais, j'essayais de le réciter, tout ça, mais pendant tout le long du chemin. Et vraiment, c'était... ça m'a vraiment aidé à décompresser surtout, parce que j'avais vraiment peur. J'ai eu le bac, premier coup. Heureusement. Alors pour l'instant, je suis à l'université. Je pense continuer dans mes études vraiment pour acquérir, bien sûr, un minimum de connaissances. Je pense que ça aidera beaucoup parce que si la jeunesse tibétaine a un certain niveau d'études, cela aidera au développement justement du Tibet si un jour il devient libre. Il faut qu'on ait beaucoup de cerveau, entre guillemets, pour l'organisation du pays, quoi. Dernièrement, on a fait un voyage aux États-Unis et au Canada. Et je sais que pour la plupart, tous les jeunes ont fait des études à l'université. Il y en a certains en médecine. Il y a une fille du Canada qui a eu une bourse très très renommée qui s'appelle le Rhodes Scholarship. Et elle est à Oxford, c'est la première tibétaine à Oxford. Et ça, je pense que point de vue politique aussi, ça aidera beaucoup. Chapitre 57, qu'il y a une véritable définition de ce qu'est le gouvernement du Saint. Donc je vais vous la lire. Je pratique le non-agir et le peuple se transforme de lui-même. J'observe le calme pur et le peuple se rectifie de lui-même. Je n'agis pas pour le lucre et le peuple s'enrichit de lui-même. Je suis sans désir et le peuple revient à la simplicité primitive. Lao Tzu. La jeunesse tibétaine au Canada, parce que je la connais un peu mieux que celle des États-Unis, est vraiment très très forte pour ce qui est manifester. Tout de suite, ils sont vraiment très, comment dire, même virulents, je dirais. Parce que tous les ans, donc, on fait des manifestations pour le 10 mars, pour commémorer le soulèvement du peuple tibétain. Et eux, ils vont carrément jusqu'à se battre avec les gardes de l'ambassade chinoise. Ils se font arrêter, ils jettent des tomates pourries, tout ça. Mais là, je me dis, mais vraiment, à Paris, on est nuls. On fait rien. On reste là comme des trucs, et puis on fait des prières, tout ça, et puis on regarde les gens de l'autre côté, à l'ambassade, qui regardent au travers de leurs vitres, et tout ça. Et ça, c'est vraiment ça. Pourtant, on devrait crier, on devrait faire quelque chose. Je sais pas, moi. Mais sans se battre, ça c'est sûr. Se battre, c'est mauvais, quand même. Parce que la non-violence, quand même, c'est important. Ce que je trouve dommage, c'est que les plus jeunes au Canada, ils ont complètement oublié la langue, ils ne parlent plus le tibétain. Mes parents nous disent pas il faut que tu retournes au Tibet, c'est en moi, c'est naturel. C'est sûr, j'ai des cousins qui ne veulent pas en entendre parler, quoi. Ils veulent pas retourner au pays. Ça, c'est... Chaque cas est différent. Mais dans mon cas, je veux retourner.